Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je suis évidemment très heureux d'accueillir ici dans nos locaux de l'Académie ce débat mouvant portant sur l'eau en Afrique. Nos deux équipes vont avoir à exprimer une analyse concernant une question stratégique qui vous a été posée. Les ressources en eau en Afrique sont-elles suffisantes? Typiquement, le problème du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, il va vous falloir trancher. Peut-être qu'avant de commencer, je vais rappeler très rapidement comment est organisée cette séance toute particulière, ce débat mouvant. Je vous rappelle qu'à 13h45, nous avons accueilli les équipes, qu'elles ont eu un temps de préparation qui a commencé à 14h et qui s'achève maintenant, que à partir de 15h, donc maintenant, nous allons engager le débat et vers 16h, le jury, ici présent, proposera ses commentaires, délibérera et exprimera son point de vue. Je vous rappelle aussi que le principe de cette conférence-jeu, c'est qu'il y aura un vote concernant les positions exprimées par un groupe et par l'autre, et que ce vote sera organisé en deux collèges. Nous sommes des conservateurs, donc il y a deux collèges. Il y aura le collège constitué par l'ensemble des présents dans la salle, et puis le collège du jury. Voilà. Peut-être très rapidement quelques mots pour rappeler que l'eau en Afrique est une question très, très importante qui concerne à la fois les sources, les ressources en eau, la distribution, les utilisations économiques. On a l'habitude de dire que l'Afrique est un continent qui a beaucoup d'eau. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, car elle possède seulement 9% des ressources mondiales et 16% de la population mondiale, ce qui relativise beaucoup la situation et amène à se poser la question des pénuries en eau. Pénuries en eau qui sont largement dépendantes de phénomènes de distribution inégale, d'explosion démographique, de mauvaise gestion des réserves existantes. Bien sûr, l'eau est d'abord destinée à être bue, mais elle est aussi absolument fondamentale au développement de l'agriculture africaine. Et c'est donc de tout cela que vous allez nous parler maintenant. Je vous remercie. Quel est l'ordre dans lequel interviennent nos deux groupes? Profitez du micro encore ouvert. Bonjour à tous, Lucie Clolus, du coup responsable du Club Afrique de l'AEGE. Je vais faire juste une première petite aparté sur le système du vote. On aura un QR code, si on peut afficher le QR code s'il vous plaît, qui va s'afficher. Vous pouvez le scanner et vous enregistrer avec le code qui est juste à droite, AAUGKD. Et à la fin des 3 argumentaires, vous aurez la possibilité de voter pour l'équipe du oui ou l'équipe du non. Éventuellement, si vous n'avez pas de smartphone ou que pour quelconque raison le QR code ne fonctionne pas, vous avez à votre gauche une urne avec le non, le oui et le non, juste là.
La question donc est donc les ressources en eau en Afrique sont-elles suffisantes? Et on va commencer par la thèse du oui. Bonjour à tous, merci d'être là et de nous écouter aujourd'hui. Mon équipe va répondre à la thèse du oui. Les ressources en eau en Afrique sont suffisantes. Pourquoi nous abordons cette question? Tout d'abord parce qu'il y a un sujet essentiel autour de l'eau en Afrique. On compte près de 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et également les maladies hydriques sont la première cause de mortalité. Cette question de l'eau est-elle essentielle? Nous estimons que la focale est placée au mauvais endroit. Tout d'abord, nous allons commencer par le premier point qui paraît simple mais nécessaire, c'est qu'il n'y a pas de pénurie naturelle d'eau en Afrique. Pourquoi cela? Tout simplement parce que en ressources d'eau renouvelables, nous comptons 5400 milliards de mètres cubes d'eau. Si on la divise par la population africaine, qui est de 1,4 milliard, ça nous donne un ratio de 4000 mètres cubes d'eau par personne par an. Évidemment, cette eau n'est pas parfaitement distribuée, mais ça montre que cette eau est présente. Pour vous donner une comparaison, l'ONU estime que c'est à partir de 1700 mètres cubes d'eau par personne par an que nous ne vivons plus dans un stress hydrique. Il serait possible en Afrique d'être à 4000 mètres cubes par personne par an. Encore une fois, une autre comparaison, en Allemagne ou au Royaume-Uni, les pays sont dotés de 2500 mètres cubes d'eau par personne par an. Pourtant, ces pays ne vivent pas un stress hydrique. Voilà. Pour les premiers chiffres qui sont essentiels, ils sont très simples, mais l'eau est là et suffisante. Ce qui est essentiel aussi à noter, c'est que cette eau qui est disponible est également bien supérieure aux besoins. En effet, la consommation totale en Afrique d'eau est estimée à 220 000 mètres cubes par an. Encore une fois, contre 5 400 milliards. C'est de l'ordre de 4% de l'eau disponible qui est utilisée. Ce qui veut dire aussi que les arguments, notamment de la croissance démographique trop rapide de l'Afrique, qui causerait un manque d'eau, insurmontable, est nécessairement faux. Si l'eau est bien distribuée et bien gérée, nous pourrons faire face à une croissance démographique forte tout en gérant le stress hydrique. Pour parler encore un petit peu de la consommation d'eau, on remarque qu'elle est à 85% utilisée pour l'agriculture. Ensuite, 10% pour une consommation qui est domestique et 5% pour l'industrie. Dans ces 85% d'eau utilisée pour l'agriculture, nous voyons ici encore de nombreuses innovations sur lesquelles nous pourrons revenir plus tard dans les questions, pour ne pas parler trop longtemps maintenant. Mais même cette eau qui est déjà consommée, utilisée, peut se voir réduire par l'innovation, par les technologies, par aussi les savoirs traditionnels vers lesquels on se tourne de plus en plus. Bon, pour retourner sur la géographie un petit peu de l'Afrique, parlons tout d'abord de ces fleuves. Donc on peut compter 17 grands fleuves en Afrique, dont le Nil, dont on ne parle plus, le Congo, le fleuve du Niger. Et le Congo, c'est intéressant quand même de s'y arrêter un petit peu. Ça reste le deuxième fleuve avec le plus grand débit au monde après l'Amazone. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, encore une fois, on compte 41 000 mètres cubes d'eau par seconde dans le fleuve du Congo. Nous, en France, notre plus grand fleuve, la Loire, on est à 900 mètres cubes par seconde. Imaginez. Donc le fleuve du Congo, à lui seul, rassemble plus d'eau que tous les fleuves de France. Donc se dire qu'un seul pays peut posséder rien que dans un seul fleuve plus d'eau que tous les fleuves de France, c'est réaliser à quel point l'idée qu'il y a une pénurie naturelle et structurelle d'eau en Afrique est fausse. Ensuite, on peut parler également des lacs. Il y en a 160, par exemple le Tchad, le lac Victoria, qui est encore une fois, avec la superficie, la deuxième plus grande au monde. Et puis ensuite, on peut aussi parler des précipitations, qui sont, je vous l'accorde, inégales sur le territoire.
Mais si on s'intéresse à l'Afrique des Grands Lacs, ou également à la forêt tropicale, encore une fois du Congo, on réalise qu'il y a une moyenne de précipitation, enfin pas une moyenne, mais en tout cas on peut attendre des taux de précipitation de 2000 mm par an. Je vais encore une fois comparer avec la France parce que ça nous donne des ordres de grandeur qui sont très parlants. En Bretagne, les plus hauts taux de précipitation arrivent à 1400 mm par an. En Afrique, on peut monter à 2000. Et encore une fois, avec toutes les innovations qui sont mises en place pour la consommation, dans l'agriculture. Par exemple, à l'île Maurice, il y a beaucoup de mécanismes de récupération des eaux qui sont ensuite utilisés notamment pour l'agriculture, encore une fois. Bon, pour finir, on voulait quand même aborder un point qui nous paraissait essentiel, c'est que ces ressources en eau ne signifient pas nécessairement l'accès en eau. On a beaucoup parlé du Congo et on reviendra encore dessus. La République démocratique du Congo représente 52% des ressources en eau du continent africain. Pour autant, le même chiffre, le même pourcentage de sa population n'a pas accès à l'eau potable. 50% de la population de République démocratique du Congo n'a pas accès à l'eau potable. Pour autant, au contraire, le Botswana, qui est un pays considéré comme semi-aride, voit 97% de sa population qui a accès à l'eau potable. Donc, pour résumer ce premier argument, qui encore une fois est simple mais nécessaire, qui est géographique, qui est démographique, il n'y a pas de pénurie naturelle, structurelle d'eau en Afrique. L'eau existe, elle est là. Il s'agit maintenant de la gérer, potentiellement d'exploiter des ressources qu'on ne considère pas comme les eaux souterraines, ou en tout cas pas assez, et ensuite d'améliorer toute la gouvernance autour de l'eau, la coopération entre États, et surtout ses infrastructures. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je vais vous présenter donc pourquoi les ressources en eau en Afrique sont-elles insuffisantes. Tout d'abord, une petite citation pour me mettre en contexte. L'eau, c'est la vie, et en Afrique, plus qu'ailleurs, elle commande la répartition des hommes et des ressources. Cette citation est extraite de l'ouvrage Le Sahara, publié en 1928 par le géographe spécialiste de la région, Émile Félix Gautier. Elle met en évidence en effet le rôle crucial de l'eau en Afrique, en particulier dans les zones arides et sahéliennes, où sa rareté a toujours influencé les dynamiques économiques et humaines, y compris durant l'époque coloniale. En effet, dès le début du XXe siècle, la gestion de l'eau en Afrique était vitale, notamment sur l'attribution des terres colonisées, et plus particulièrement dans les régions arides comme le Sahara. En raison de la rareté des points d'eau, des puits, et des oasis qui en faisaient des ressources très importantes, voire même des sources de tension. Notamment, elle opposait non seulement les puissances coloniales comme la France et l'Italie qui étaient présentes dans la région, mais aussi les tribus locales dans le cadre des rectifications frontalières. Un exemple frappant, c'est l'attribution de l'oasis El Barkat, située à la frontière de la Libye et de l'Algérie, la Libye italienne et l'Algérie française. L'oasis d'El Barkat fut au cœur des négociations entre 1913 à 1914 par les puissances françaises et italiennes, du fait de sa rareté en eau dans la région, mais aussi de son emplacement stratégique, du fait qu'elle se situe au carrefour du commerce transsaharien. Une autre région saharienne particulièrement touchée par les ressources en eau limitées, c'est le massif du Tibesti, situé à la frontière de la Libye et du Tchad. Un bulletin de l'administration française datant de 1934 nous révèle déjà que les ressources en eau dans cette région étaient particulièrement limitées, faisant de son exploitation très compliquée pour les puissances coloniales installées dans la région, notamment la France. Avec son climat aride et sa topographie montagneuse, cela rend en effet la région du Tibesti très aride sur ses ressources en eau. Notamment, les puits rares étaient souvent distancés d'un peu plus de 200 km. Dans ce territoire hostile, la survie dépendait
de ces talwegs, qui sont en effet des lits asséchés, qui se remplissaient par le biais des orages rares, mais aussi imprévisibles, qui ne les remplissaient que quelques heures par an. En effet, la région du Tiebesti est une région avec une faible pluviométrie. On compte à peu près environ 20 mm de précipitations annuelles. Certes, c'est une topographie montagneuse et au-delà de 2000 mètres, on peut avoir entre 100 à 150 000 mm de précipitations annuelles. Mais autre source de points d'eau abondants, on pourrait dire, oui, c'est durant l'hiver, où en effet l'humidité permet de remplir certaines gorges, créant ainsi des citernes naturelles. Néanmoins, la circulation de l'eau se faisait exclusivement dans les sous-sols, rendant la tâche complexe parce qu'en effet, elle était visible par le biais de buissons dans les vallées du Tiebesti, mais ce qui en effet rendait la tâche complexe pour son exploitation. Ainsi, cette région du Tiebesti, comme on peut le voir, est une région aride, rendant tout type de végétation complexe, voire quasi impossible. Et une étude nous montre qu'aujourd'hui, il y a un faible taux de population dans cette région. Notamment, on compte à peu près environ 22 000 habitants, ce qui correspond à 0,17 habitants au kilomètre carré, ce qui est très peu. Ces conflits autour de l'eau ne révèlent seulement pas que du passé, mais aussi du présent, car notamment il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, qui sont notamment le réchauffement climatique et aussi la croissance démographique. Le Sahel illustre parfaitement cette problématique, notamment avec le lac Tchad. En effet, c'est un lac qui subvenait aux besoins d'à peu près 30 millions de personnes. Or, depuis les années 60, 90% de sa surface a été rayée de la carte à cause des conséquences du réchauffement climatique, mais aussi de la surexploitation des ressources. La raréfaction de l'eau intensifie donc les tensions et accentue les migrations, contribuant ainsi à une certaine instabilité dans la région africaine. En effet, comme on a pu l'expliquer sur l'époque coloniale qui nous montre qu'en effet, la ressource en eau était déjà stratégique à l'époque, mais elle est encore plus aujourd'hui, du fait de ces nouveaux facteurs qui sont climatiques et aussi démographiques. Parce que quand même, l'Afrique, c'est une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, ce qui est énorme, pour une population d'1,5 milliard, voire d'ici 2050, selon l'ONU, 2,5 milliards. Ainsi, la gestion de l'eau est encore plus complexe et essentielle. Merci. On va passer maintenant à l'étape cruciale du vote. Première question peut-être, est-ce que parmi vous, certaines personnes n'ont pas de smartphone? Alors pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, je vous... Oui, le QR code, je vais y venir juste après, je commence par les... Pour les personnes qui n'ont pas de QR code, de smartphone, je vous invite à vous diriger vers les urnes et à voter. Et si on peut afficher le QR code par ailleurs. Non, il n'y a pas de questions. Ça sera après les questions. Oui. Ah, vous n'avez pas fini? Non, c'était notre thèse. C'était notre introduction. Ah, c'était pas la première réponse. Donc, vous avez dit. C'était la réponse, c'était votre première réponse. Vous avez trois réponses à faire. C'était la première ou pas? Non, justement, c'était notre introduction. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez pas encore.
Je vous invite à scanner le QR code pour voter pour l'équipe qui vous a le plus convaincu sur cette première partie. Je vous invite à scanner. Est-ce que vous avez réussi à tous vous connecter ou pas? C'est bon? Est-ce qu'on peut lancer la première question, s'il vous plaît? Et je vous invite à voter pour le non ou le oui. Et n'oubliez pas de valider. Est-ce que tout le monde a pu voter en ligne? Oui. Vous pourriez peut-être compter les personnes qui ont voté par Amazon de manière à vérifier que Je vais pas. Il y a 12 personnes en ligne. Moi j'ai oublié de voter du coup. Oui. C'était à 7 noms. Voilà, donc premier tour. Premier tour, c'est l'équipe du oui qui le remporte. Voilà. Nous pouvons passer à la deuxième présentation. Messieurs, dames du jury et du public, l'idée selon laquelle les ressources en eau en Afrique seraient suffisantes repose sur une vision incomplète de la réalité. Si l'on considère le volume d'eau total disponible sur le continent, il pourrait sembler adéquat pour répondre aux besoins de la population.
Pourtant, cette approche néglige 3 enjeux majeurs. Premièrement, la répartition géographique inégale. En deuxième temps, l'impact croissant du changement climatique, ainsi qu'en troisième temps, la surexploitation des nappes phréatiques. L'eau en Afrique est répartie de manière très déséquilibrée, comme vous le savez déjà. L'Afrique centrale et les régions tropicales bénéficient d'abondantes précipitations, tandis que le Sahel, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe souffrent d'un stress hydrique structurel. La population n'est pas répartie en fonction de ses disponibilités. L'Égypte, par exemple, dépend à 97% du Nil, une ressource sous pression et sujette à des tensions géopolitiques, comme nous avons pu le voir récemment. L'accroissement démographique rend la situation d'autant plus critique. Avec une population qui devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards d'habitants, la demande en eau augmente à un rythme insoutenable. Dans les grandes villes, l'urbanisation rapide aggrave la pression sur des infrastructures déjà défaillantes. D'ici 2030, plusieurs métropoles comme Lagos, Nairobi ou Kinshasa seront confrontées à des pénuries d'eau majeures. En parallèle, l'eau est souvent utilisée de manière inefficace. L'agriculture, qui représente plus de 80% de l'utilisation de l'eau en Afrique, repose sur des techniques archaïques et des systèmes d'irrigation qui gaspillent une partie importante des ressources. Ainsi, même si de l'eau existe, elle est souvent inaccessible ou mal exploitée. À cette situation s'ajoute l'impact grandissant du changement climatique, qui fragilise davantage la disponibilité de l'eau sur le continent. Dans le Sahel et en Afrique australe, les précipitations devraient baisser de 10 à 20% d'ici 2050, rendant encore plus difficile l'accès à l'eau pour les populations ainsi que pour l'agriculture. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et longues, comme en Afrique de l'Est, où des millions de personnes se retrouvent en pénurie d'eau et face à des crises alimentaires récurrentes. Paradoxalement, certaines régions subissent des inondations extrêmes, mais faute d'infrastructures adaptées, ces eaux ne sont ni stockées, ni utilisées efficacement pour compenser les périodes de sécheresse. Comme le dit mieux que moi Sanjay Wijesekera, le directeur des programmes de l'UNICEF, les tempêtes dévastatrices, les inondations et les sécheresses historiques détruisent non seulement les infrastructures et les maisons, mais elles contaminent aussi les ressources en eau, générant des crises alimentaires et propageant des maladies. Si les conditions actuelles ne sont déjà très préoccupantes, sans une action urgente, l'avenir pourrait être plus sombre encore. Face à ces défis, de nombreux pays africains exploitent intensivement les nappes phréatiques pour pallier à ce manque d'eau de surface. Cette solution, bien qu'efficace et pratique à court terme, est loin d'être durable. Plusieurs aquifères sont surexploités, leur taux de prélèvement dépassant largement leur capacité de recharge. C'est le cas par exemple du Sahara septentrional, où les réserves souterraines de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie sont exploitées 3 fois plus vite qu'elles ne se renouvellent. Certains réservoirs, comme le bassin de Nubie en Égypte et au Soudan, contiennent une eau fossile formée il y a des milliers d'années sous un climat beaucoup plus humide. Ces ressources, une fois épuisées, ne seront pas remplacées. Plus inquiétant encore, l'exploitation des nappes phréatiques entraîne des conséquences écologiques et sociales majeures. Lorsque l'extraction dépasse le taux de recharge, le sol au-dessus des aquifères peut commencer à s'affaisser. Un phénomène appelé subsidence. Ce processus est déjà observable dans certaines régions du Nigeria ou même du Soudan, où la baisse des niveaux des nappes phréatiques fragilise les terres agricoles et endommage les infrastructures urbaines. À cela s'ajoute le phénomène d'intrusion saline dans les zones côtières. Dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, la surconsommation des nappes entraîne une remontée d'eau salée depuis l'océan, rendant l'eau impropre à la consommation ainsi qu'à l'irrigation. La surexploitation des nappes souterraines aggrave également les inégalités d'accès à l'eau. Contrairement aux cours d'eau et aux lacs, les aquifères sont des ressources difficiles à surveiller ainsi qu'à gérer collectivement. C'est ainsi que cela favorise une exploitation anarchique et inégale de cette eau. Les grands exploitants agricoles et les industries qui disposent des moyens financiers et technologiques pour forer à grande profondeur s'approprient ces ressources au détriment des populations rurales et, très important, des petits agriculteurs. Ce déséquilibre renforce en plus les tensions locales et pousse certaines communautés à des migrations forcées vers des zones où l'eau est plus abondante, aggravant ainsi la pression démographique sur ces mêmes régions. Enfin, l'exploitation incontrôlée des nappes phréatiques pose un problème sanitaire majeur. En l'absence de contrôle strict, ces eaux sont souvent contaminées par des polluants chimiques ainsi que biologiques. L'orpaillage illégal, par exemple, particulièrement répandu en Afrique de l'Ouest, entraîne une pollution au mercure qui affecte particulièrement les populations vivant dans ces zones, empoisonnant notamment des milliers de personnes chaque année. De même, le rejet de l'eau d'usée non traitée, notamment dans les zones urbaines en expansion rapide telles que Lagos, contribue à la propagation de maladies hydriques telles que le choléra ainsi que la dysenterie. En effet, une étude réalisée dans une région minière en Afrique du Sud en 2021 révèle qu'en absence
d'infrastructures d'assainissement, les eaux souterraines, souvent considérées comme sûres, étaient en réalité largement contaminées. L'étude montre que la majorité des forages analysés contenaient des bactéries fécales telles que E. coli, ainsi que des nitrates et un excès de fluor, les exposant à des maladies diarrhéiques, au syndrome du bébé bleu, ainsi qu'à la fluorose osseuse. Sans traitement adéquat et sans investissement dans l'assainissement, ces maladies continueront à faire des ravages au sein de la population africaine, qui tue déjà environ 180 000 enfants de moins de 5 ans par an. Ainsi, l'idée que l'Afrique disposerait de ressources en eau suffisantes est trompeuse. Certes, des réserves existent, mais leur répartition inégale, leur surexploitation et les effets du changement climatique compromettent leur accessibilité ainsi que leur durabilité. L'eau en Afrique n'est pas seulement une question de quantité, mais surtout de gestion et d'adaptation aux nouveaux défis environnementaux et démographiques. En l'état actuel, elle est loin d'être suffisante pour répondre aux besoins des populations ainsi que les écosystèmes. Bonjour à tous. Je vous remercie de nous recevoir. Je voudrais, au nom du président de mon association Les Jeunes de l'Institut des hautes études de la Défense nationale, ainsi qu'au nom de mon responsable de comité, vous remercier de nous associer à ce débat. J'en profite par là même, et avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier les autorités de cette maison pour tout le combat mené pour encourager, soutenir les réflexions relatives aux enjeux éthiques et sociétaux, qu'elles soient actuelles et futures. Alors, en ce qui concerne l'eau au niveau mondial, il faut savoir qu'on constate une forte présence en eau qui sont implantées en Afrique. À ce titre, on distingue les eaux souterraines, mais aussi les eaux de surface. En ce qui concerne les eaux de surface en Afrique, il faut savoir qu'elles possèdent une forte quantité importante, surtout dans les zones arides et aussi semi-arides. On distingue plus de 65 millions de kilomètres cubes d'eau, soit 13% de ressources naturelles mondiales. En ce qui concerne les eaux de surface, il y a les rivières, les lacs, mais aussi les marécages. On note près de 4500 km3 d'eau et cela inclut le fleuve du Nil, le fleuve du Congo et cela représente à ce titre soit plus de 9% des ressources mondiales. Ma dialectique va se baser essentiellement sur les eaux souterraines et je laisserai le soin à mon collègue Jean de développer en ce qui concerne les eaux de surface. Alors, en ce qui concerne les eaux souterraines, il faut savoir que l'Afrique possède une réserve importante, surtout dans les zones arides et dans les zones semi-arides, comme je l'ai précédemment mentionné. On a 660 000 km3 d'eau, ce qui représente plus de 100 fois la consommation annuelle actuelle. À titre d'exemple, nous avons le bassin du Congo qui détient près de 3% des réserves en eau du continent. Nous avons également l'aquifère de la Nubie qui s'étend sur près de 250 000 km et le Soudan qui contient près de 150 000 km d'eau. Je vous remercie pour votre attention. J'invite à réafficher peut-être le QR code, ou sauf si tout le monde est déjà dessus, c'est bon. Voilà.
C'est bon pour tout le monde au niveau du QR code? Non. Et je crois que tout le monde n'a pas fini. Tout le monde n'a pas fini de scanner. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour le scan? Oui. Alors, vote du public, nous avons 3 oui et 3 non. Vote du jury, 4 non. Non. 9 plus 3 plus 4 pour le non. Et 5 pour le oui. C'est donc la thèse du non qui le remporte. Il y a 5 oui pour 5 oui et il y a 6 oui et 16 non. Voilà. Qui, parmi vous, oserait dire que l'Afrique manque de ressources minérales, de ressources naturelles, de ressources en hydrocarbures? Qui défendrait que l'Afrique manque d'uranium, de gaz, de coltan ou d'or? Personne. L'effet rhétorique d'un tel argument relèverait sinon du mensonge ou alors du sarcasme. Pourtant, d'aucuns ne pourraient considérer dans cette salle ou ailleurs, mis à part peut-être quelques défenseurs d'intérêts privés peu scrupuleux, que ces mêmes ressources soient bien gérées, bien réparties, et que ces ressources profitent à l'ensemble de la population par un quelconque effet de ruissellement. Eh bien, il n'y a pas plus de pénurie d'eau qu'il n'y a de pénurie de minerais ou d'hydrocarbures sur le continent africain. Le problème pour l'eau aussi réside dans la gestion et l'allocation de cette ressource. Je rappelle qu'ici, le titre de ce débat était « Y a-t-il assez de ressources d'eau en Afrique ?» Et pas « Sont-elles bien gérées ou non ?» Et nous défendons le oui. Oui, nous considérons qu'il y a assez de ressources d'eau en Afrique. Le problème est dans la gestion. Ambre vous a montré, chiffres à l'appui, que les ressources hydriques sur le continent abondent. Et si vous n'étiez pas convaincu par cette première démonstration, qui pourtant pourrait se suffire à elle-même, Marc Aurèle a ajouté une couche décrivant les colossales réserves d'eau qui sommeillent sous le pied des Africains. Mais quelles sont finalement, en détail, les causes et quel est l'impact de l'absence de cette gestion d'eau sur les ressources hydriques en Afrique? Eh bien, je vais vous donner des chiffres. Seulement 5% des précipitations africaines sont stockées. Outre-Atlantique, aux États-Unis, ces mêmes ressources sont stockées à hauteur de 80%. Notamment grâce aux barrages, effectivement. Résultat, en Afrique, ce sont des milliards de mètres cubes d'eau douce qui se perdent chaque année et qui pourraient évidemment résoudre de nombreux problèmes quant aux risques hydriques.
Autre exemple, en Afrique subsaharienne, près de 50% des ressources en eau disponibles ne sont pas traitées. Et là, ce n'est pas seulement les barrages qui sont en cause, c'est qu'il manque aussi de canaux et de stations de traitement. On y reviendra. Le lac Tchad, dont vous avez parlé, évidemment, il y a un impact quant au réchauffement climatique. Il a perdu, et vous avez bien fait de le dire, 90% de sa superficie en 60 ans. Pourtant, là encore, une étude très intéressante de Madame Bakayoko souligne que le problème ne relève pas seulement du climat, mais aussi de la gestion des flux hydriques et des prélèvements anarchiques qui ont été menés pendant des années. Donc encore, je rappelle qu'il n'y a pas de problème d'eau, mais un problème de gestion. Enfin, le problème, quand l'eau reçoit les infrastructures, c'est que ce réseau de distribution est souvent dans un piteux état. Et là encore, j'aimerais énoncer quelques chiffres, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Jusqu'à 50% de l'eau pompée dans certaines villes africaines est perdue en raison de fuites dans les canalisations. C'est le cas aussi dans certains de nos départements d'outre-mer. Je pense à Mayotte. Autre exemple, à Lagos au Nigeria, capitale de l'un des plus riches pays en ressources, et notamment ressources hydriques d'Afrique. Les canalisations vétustes gaspillent, tenez-vous bien, 45% de l'eau pompée. On parle de la plus grande ville d'Afrique. Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire avec ces 45% d'eau pompée. C'est quand même un KPI assez élevé. À Dakar, c'est près de 30% de l'eau distribuée qui est perdue. En comparaison avec un autre pays qui rencontre des tensions hydriques, d'autres tensions d'ailleurs, mais hydriques en particulier, Israël perd moins de 10% grâce à un réseau d'eau qui notamment est basé sur une surveillance technologique de ces réseaux, où en ce moment, un projet travaille sur l'ajout d'intelligence artificielle pour mieux résoudre le problème des canalisations avec, bon, je fais une aparté, mais avec des détecteurs qui viennent se greffer sur l'ensemble du réseau et qui permettent d'aller grâce aux vibrations, dire là, il y a de l'eau qui se perd. Donc voilà. Des solutions existent. Enfin, Ambre a rappelé que 80% de l'eau consommée en Afrique est utilisée par l'agriculture. Pourtant, c'est seulement 5% des terres agricoles qui bénéficient de ces infrastructures sur l'ensemble du continent. Voyez-vous la gabegie? Quand l'irrigation existe, cette dernière est là aussi largement inefficace et l'évaporation élevée conduisent à des pertes énormes. Encore ici, on est sur les mêmes chiffres à peu près que dans les pertes des grands centres urbains, avec par exemple en Égypte, 40% de l'eau du Nil qui se perd avant même d'atteindre les champs. Ainsi, prenons le contre-exemple. Quand une irrigation, quand une gestion vertueuse est mise en place, dans certains pays africains, les problèmes en moins de 10 ans se résolvent. Je pense ici au Maroc, à l'Afrique du Sud, qui ont commencé, depuis maintenant les années 2010, à investir dans l'irrigation au goutte à goutte. On a permis déjà, et notamment dans la région du Rif, au Maroc, à économiser l'eau à hauteur de 50%, résolvant par là bien des problèmes, notamment dans l'irrigation des champs. Nous maintenons donc notre position. Non, il ne manque pas d'eau en Afrique, comme non, il ne manque pas d'hydrocarbures en Afrique. Le problème est dans la gestion, dans les infrastructures et la redistribution. Merci. Allô, allô. Ouais. Mesdames et messieurs les jurys, je vous remercie. Donc, je remercie mon adversaire pour ses arguments. Il m'a donné quelques idées en plus, donc c'est toujours agréable.
Donc, je vais commencer tout d'abord par parler des rapports de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, en 2021, qui disait qu'environ 250 millions de personnes en Afrique étaient confrontées à un stress hydrique sévère. Et d'après ces mêmes estimations, d'ici 2030, 700 millions de personnes pourraient être déplacées en raison de stress hydrique, c'est-à-dire des réfugiés climatiques, qui vont créer d'importantes tensions frontalières et qui peuvent notamment nous intéresser, nous, en France. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux tensions liées à l'eau, avec 19 des 22 États étudiés dans le rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2024. Sur les 22 États, 19 ont des problèmes structurels de pénurie d'eau, malgré le fait que 2/3 des ressources également en eau du continent soient transfrontalières, ce qui crée des gros problèmes de tension. Ce qui n'ont jamais été évoqués par nos collègues, c'est-à-dire les problèmes frontaliers, les tensions militaires, et j'en reviendrai notamment avec la mention du barrage de la Renaissance. Donc, sur 2/3 des ressources en eau douce sont transfrontalières en Afrique, et seuls 7 des 106 aquifères transfrontaliers, cartographiés à l'heure actuelle, font l'objet d'une coopération formalisée et gérée, entre pays donc. Et d'après Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, à mesure que le stress hydrique augmente, les risques de conflits locaux ou régionaux augmentent également. Le message de l'UNESCO est clair. Si nous voulons préserver la paix, nous devons non seulement mieux préserver les ressources en eau, mais aussi renforcer au plus vite la coopération régionale et mondiale dans ce domaine. Donc, pareil, c'est ce que vous avez complètement oublié dans votre argumentaire, c'est les tensions entre pays liées à l'eau. Donc pour ça, on peut voir donc le barrage de la Renaissance fait par l'Éthiopie sur le Nil bleu, et qui est l'un des facteurs principaux des conflits régionaux et des tensions entre Égypte, Soudan et Éthiopie, qui sont des pays qui subissent un stress hydrique sévère, notamment l'Égypte, puisque c'est pareil, vous parlez très peu de démographie, mais par exemple l'Égypte vit depuis l'époque pharaonique sur le Nil. Or, le Nil, il n'a pas augmenté son débit depuis l'époque pharaonique, mais depuis, les Égyptiens sont plus de 100 millions. Donc, il n'y a certainement pas assez d'eau, et vous ne parlez pas non plus de la disparité de la disponibilité en eau. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. On ne déplace pas comme ont fait les Israéliens avec leur aqueduc dans le désert allant du Golan jusqu'au Negev. On ne peut pas déplacer des quantités d'eau trop importantes. Et où trouve-t-on les financements? On ne parle jamais d'argent, mais c'est souvent le nerf de la guerre. En 2015, donc l'accès à l'eau potable était seulement de 36%. Je parle d'une eau potable saine, hein, bien sûr. En 2015, seulement 36% de la population africaine avait accès à une eau potable saine, et le chiffre est monté donc à 39%. Donc ça pourrait aller dans votre sens, mais en fait, ce chiffre est complètement résorbé par la croissance démographique de plus de 10% sur cette même période de 5 ans, de 2015 à 2020. De plus, il existe une disparité donc notable entre les zones urbaines, où près de 60% des habitants ont un accès à l'eau potable saine, et les zones rurales, où seulement 22% en bénéficient, d'après toujours les rapports de l'UNESCO. Dans de nombreux pays africains, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Par exemple, au Bénin, en 2022, toujours selon l'UNESCO, le taux de desserte en eau potable était de 42% en zone rurale et de 54% en milieu urbain. Donc on va également parler de la gestion de l'eau. Donc ce même rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau en 2024 souligne les relations complexes entre la gestion durable de l'eau, la paix et la prospérité économique. Il met en évidence la nécessité d'investissements accrus pour assurer une gestion efficace des ressources en eau et prévenir les conflits potentiels et les arrêter. La consommation d'eau en Afrique est influencée par plusieurs facteurs, notamment la croissance démographique, l'urbanisation et les besoins agricoles. Et on peut être sûr de deux choses sur les prochaines années, c'est qu'on va avoir une augmentation importante, voire considérable, de la population africaine et une diminution de la pluviométrie en Afrique. Et pareil, des gros problèmes de gestion d'eau, de pollution, comme rappelé par mon collègue tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on peut fourrer des eaux, mais si elles vous donnent des maladies, ça fait une belle jambe. Vous parliez du Maroc, parfait. Par exemple, au Maroc, la disponibilité des eaux, donc je vais parler de ce ratio de déficit pluviométrique et d'augmentation de la croissance démographique. Donc la disponibilité des ressources en eau par habitant est passée de 2560 m3 par an par habitant en 1960 au Maroc. Aujourd'hui, elle n'est que de 620 m3 d'eau par an et par habitant en 2020 au Maroc. Pourquoi?
la population marocaine a augmenté et la pluviométrie a baissé. Vous parliez justement des barrages et des efforts. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits par le Maroc, notamment avec le partenariat israélien et toute la géopolitique du goutte à goutte et de l'eau fait par Israël pour chercher des voies à l'ONU pour l'aider. Mais par exemple, pour ceux qui suivent un peu le Maroc et son histoire récente, en 2022, le Maroc a connu une sécheresse importante avec un déficit pluviométrique d'à peu près 27% par rapport aux normes climatologiques. Et on va voir que les répercussions sont terribles, puisque d'après les données de la Banque mondiale, le Maroc a connu une récession passant de 142 milliards de dollars de PIB en 2021 à 131 milliards de dollars en 2022. Pourquoi? Parce qu'un déficit de 27% de pluviométrie qui n'était pas prévu par l'économie marocaine, qui a impacté énormément les secteurs agricoles qui représentent plus de 15% du PIB marocain, et également, dans une partie moins importante, le secteur énergétique, puisque, comme répété, les Marocains commencent à miser sur l'hydroélectricité, mais s'il y a un déficit d'eau, on a un prix de l'électricité qui augmente. Donc, on voit bien qu'il y a certes de l'eau en Afrique, mais elle est inégalement répartie. Dans certaines zones densément peuplées ou non, aller dire à l'Afrique du Nord qu'il y a assez d'eau en Afrique, comme j'ai dit, l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés. On ne peut pas déplacer des kilomètres cubes d'eau comme on le ferait aussi facilement. Et comme je l'ai dit, il y a des gros déficits d'investissement et de confiance dans les économies, notamment de ces pays, de fait par la corruption ou de problèmes politiques intérieurs. Donc la disponibilité en Afrique la disponibilité en eau en Afrique est marquée par de fortes disparités géographiques qui n'ont pas été soulignées, qui peuvent créer donc des tensions migratoires et des problèmes de tensions aux frontières, accentuant les inégalités d'accès aux ressources, des phénomènes qui vont voir des concentrations de plus en plus importantes des populations dans les espaces densément, qui ont une richesse minérale plus importante, d'eau. Et donc on va avoir des inégalités socio-spatiales particulièrement importantes entre zones géographiques bien singulières. Cette inégale répartition crée des tensions donc, et elles vont créer des pays qui vont être de plus en plus structurellement déficitaires, avec des jeunes qui vont les quitter, donc de la main-d'œuvre et une fuite des cerveaux, pour aller dans des pays où les conditions climatiques sont beaucoup mieux. Merci. Je vous remercie tout d'abord d'avoir rebondi sur mes arguments, c'est la preuve que vous m'avez écouté, et je me permets du coup un certain droit de réponse. Tout d'abord, vous soulignez notamment les problèmes liés au conflit hydrique, donc liés à cette ressource de l'eau. Je tiens ici à souligner que le problème n'est pas nécessairement dans le débit de l'eau du Nil. À ce qui me semble, le Nil n'est pas asséché lorsqu'il débouche à Alexandrie. Le problème ici est institutionnel et finalement, il relève dans un manque, encore une fois, d'infrastructures institutionnelles et non matérielles, mais toujours sur un problème d'infrastructure. Vous me parlez du Tchad, attendez une minute. Effectivement, sur le lac du Tchad, il y a un problème. Mais encore une fois, ici, c'est une infrastructure et effectivement, il y avait une lacune dans mon discours, l'infrastructure institutionnelle. La commission du bassin du lac du Tchad n'a accueilli la Libye, par exemple, qu'en 2008. Un peu tard, sachant que le rétrécissement de ce lac date depuis au minimum 1964. Enfin, concernant les ressources naturelles souterraines, vous nous parlez d'un problème de pollution. Encore ici, l'eau est là, mais elle est polluée. Vous semblez aller dans le sens de notre argumentation. Très bien, mais j'irai encore plus loin. Savez-vous que les eaux souterraines africaines font partie des plus pures du monde? Le problème, encore ici, est d'aller les chercher. Et avec quel argent? L'argent. Quel investissement? L'argent. L'argent est le nerf de la guerre des infrastructures matérielles, institutionnelles. Le problème en Afrique n'est pas qu'il manque d'eau, mais peut-être d'argent. Et surtout, vous oubliez un principe économique, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que, certes, il y a de l'eau, mais elles sont concentrées dans des espaces géographiques avec une population bien spécifique. Quand vous avez plus de 250 millions de personnes, notamment dans la zone sahélienne, dans la Corne de l'Afrique et en Afrique australe, qui, elles, n'ont pas d'accès à l'eau. Elles ne peuvent pas en avoir accès parce que c'est sur des milliers de kilomètres autour d'elles, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluviométrie, il n'y a pas d'humidité. Et donc,
En fait, dans un monde idéal, avec des si on met Paris dans une bouteille, comme on dit, où on fait augmenter les dépenses, par exemple, de l'armée de 2 à 5% du PIB en un an, ça c'est possible. Mais matériellement, ça l'est impossible d'un point de vue infrastructurel, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Vous l'avez dit, il y a des tensions. Ça a pris combien de temps pour que la Libye intègre... Oui. Donc, bah voilà. Et donc... Dans les tensions géopolitiques, mais pas dans l'eau. Si, et dans la qualité de l'eau, dans la quantité et dans la répartition de l'eau. Parce que vous ne parlez pas de l'aspect géographique et de répartition des populations dans certains espaces densément peuplés, mais qui n'ont pas, il n'y a pas une proportionnalité de la population vis-à-vis de la quantité d'eau. Je peux me permettre de répondre sur la question géographique et de ressources naturelles, parce qu'on a abordé justement cette disparité et les différents puits d'eau, disons, qu'il y avait selon les régions. On peut noter qu'en Afrique, du coup, centrale, on a vu le bassin du Congo, avec c'est peut-être quand même 20 000 mètres cubes par habitant par an, donc c'est une région qui est très abondante. L'Afrique de l'Est, avec les grands lacs, l'Afrique de l'Ouest, avec ses fleuves, comme celui du Niger et du Sénégal, l'Afrique australe, avec le bassin du Zambèze. Bon, et vous citiez la seule région qui effectivement est assez pauvre en fleuves, en lacs, la région du Sahel, qui pour le coup, à cette fois, laisse-moi finir s'il te plaît, les eaux souterraines dont a parlé Marc Aurèle. Ces eaux souterraines qui sont non négligeables. Encore une fois, on parle de 660 000 kilomètres cubes d'eau, qui est encore une fois une des plus pures au monde sous les sols, qui permet actuellement aux États du Sahel, même si elle est mal gérée, encore une fois on revient, ce n'est pas structurel, naturel, mais une question d'infrastructure et de politique, cette eau existe, elle est là. Et, encore une fois, les eaux souterraines africaines sont bien supérieures même aux eaux européennes souterraines. C'est plus de 100 fois la consommation annuelle actuelle. Cette eau existe et ce que vous annoncez est faux. D'accord, merci. Alors, oui, c'est faux, d'accord, merci. Vous dites il y a de l'eau, mais il y a juste, vous avez cité la seule région qui n'avait pas d'eau. Alors merci pour l'Afrique australe, merci pour la Corne de l'Afrique, merci pour le Sahel. Mais vous savez qu'en Afrique australe c'est grand et il y a des déserts où il n'y a pas une goutte d'eau sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Oui, ça fait 30 millions de kilomètres carrés, c'est ce que je dis l'Afrique. Et vous oubliez justement, vous vous concentrez sur le Congo qui comporte 50% à peu près de l'eau d'Afrique. Ben justement, il est là le problème. C'est que la moitié de l'eau du continent, elle se trouve dans la même zone. Donc vous avez des espaces qui sont justement avec une disparité d'accessibilité à l'eau. Vous avez 250 millions de personnes, ce qui n'est pas rien, qui ont un stress hydrique sévère. C'est-à-dire que c'est particulièrement handicapant pour eux, ce qui crée des phénomènes migratoires, etc., des déstabilisations de pays. Et pareil, vous comparez à l'Europe, mais on est combien en Europe? On est 300 millions. Ils sont 1,5 milliard en Afrique, ils vont passer à 2,5 milliards en 2050. Donc en fait, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et la distance, l'espace-temps, la notion d'espace-temps est importante. Bon, je propose au public de trancher. Après ce débat intense, je vous invite à passer au dernier vote, avec le QR code qui s'affiche à nouveau. Et ce sera le dernier vote qui va conclure. Oh là, 5 et 5. Vous avez voté cette fois-ci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde en ligne? Ok. Non, c'est pas bon? Quelques retardataires?
tous là. Ils sont tous là. C'est bon. Je vous invite à dépouiller le vote du public et du jury. 5 pour le non et 6 pour le oui. Coup. Il y a 3 non et 2 oui. 3 non, 2 oui. C'est tout? Il reste le public. 6 oui. Seulement? Et combien de non? Pas de non? Aucun non. C'est pas possible, il a un vote de plus. Bon. Bon. Même pas si imaginez Alors donc 6 et 6 par le QR code. Donc on a bien dit 3 non et 6 oui. Oui. Il y avait un vote oui qui était déjà comptabilisé dans le... Donc je retire un vote du oui. Voilà. Bon, donc c'est bon. Hein, donc on a 22 votes. Donc on a 9 non et 13 oui. Alors donc là il faut compter. Bravo. Donc on va donner les résultats des 3 votes. Du coup, juste un moment. Non, mais 7 et 6. Donc moi je suis un total de 32 non et 34 oui. Donc les ressources en eau pour nos étudiants eh bien, sont suffisantes. Merci beaucoup. Félicitations et du coup j'invite les membres du jury à faire leurs commentaires et à juger la prestation de nos étudiants. Merci. En tant que président du jury, je me dois une totale impartialité. Je voudrais d'abord vous rappeler qui fait partie du jury. Alors, notre premier membre est Pierre Jacquemot, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et il a été ambassadeur en Afrique. Le général Alain Lamballe, lui-même membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et expert bien connu du sous-continent indien. Madame Alice Aurélie, hydrogéologue et experte en eau souterraine à l'UNESCO. Madame Monica Cardillo, professeure des universités représentante de l'Académie de l'eau. Et enfin, Madame Lucie Clolus, responsable du Club Afrique de la EGE. Je vais donc inviter chacun des membres du jury à intervenir et nous livrer ses commentaires à propos du débat très intéressant auquel nous avons assisté. Il y avait des bulletins un peu partout. Je confirme. Bravo, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. D'abord, félicitations. Remarquable. Convaincant. Pertinent. Très bonne présentation. Un jeu de main un peu excessif quelquefois. Bravo pour l'absence de notes. En tout cas, tout à fait remarquable. Et un jeu à la fin qui est tout à fait sympathique. En fait, en vous écoutant, je me dis que les deux groupes ont raison. Il y a de l'eau en Afrique, mais elle est mal gérée, mal exploitée. Il y a des problèmes d'accès.
mais potentiellement, il y a un bassin hydrographique et un bassin souterrain qui est suffisant pour l'avenir. Donc vous avez, je vous confirme, vous avez les deux ont raison, même si les arguments ne sont pas toujours tout à fait pertinents. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est la limite et je m'adresse à vous, la limite de la présentation macro, hyper macro, sur 54 pays, vous faites un ratio ressources en eau divisé par la population. J'ai beaucoup aimé quand vos camarades tout de suite ont commencé à nuancer par grande région d'Afrique, et là on s'y retrouve, Mais je suis économiste, macroéconomiste, mais je me méfie beaucoup de la des macro-représentations. Donc faites attention à aller très vite sur des situations concrètes. Et lorsqu'on va vers des situations concrètes, vous avez les uns et les autres évoqué le lac Tchad, il faut faire attention aussi. Et sur le lac Tchad, il y a énormément aujourd'hui de controverses. D'ailleurs, on va en avoir une bientôt ici dans cette académie. Il y a des controverses depuis au moins 50 ans peut-être, pour savoir ce qu'il en est véritablement. Et vous avez des présentations que j'ai vues aux États-Unis où on présente le lac Tchad à une période de l'année et on fait une comparaison avec une année suivante, mais pas au même moment de l'année pour démontrer qu'il y a une perte de la ressource. Vous voyez, il y a des manipulations qui sont faites. Et puis certains vous diront que sur le lac Tchad, l'agriculture a pu y gagner du fait précisément de la perte progressive du bassin hydrique, mais de la régénération des sols, du fait de... Voilà. Même chose sur les mobilités, il y a des mobilités internes sur le lac Tchad, il y a des apports de population, il y a des populations nouvelles qui viennent sur le lac Tchad compte tenu de certaines potentialités qui peuvent se révéler. Donc tout ça est très nuancé et très difficile, mais c'est évidemment difficile pour vous qui n'avez pas l'occasion d'aller vous rendre compte sur le terrain, mais toutes les situations sont très nuancées. Guerre de l'eau, les risques de guerre de l'eau, vous avez raison, mais il faut dire tout de suite qu'on a mis en place des mécanismes préventifs contre la guerre de l'eau. Et sur les bassins hydrographiques, c'est les agences de l'eau. S'il n'y a pas de guerre de l'eau sur le fleuve Sénégal, c'est parce qu'il y a l'OMVS, une organisation qui a été installée depuis 40 ans et qui est chargée de distribuer de manière équitable et intelligente la ressource pour approvisionner les deux capitales, recharger les nappes phréatiques, faire de l'agriculture irriguée, faire de la navigation, mais également faire de l'hydroélectricité au niveau de Manantali. Donc, vous pouvez dire qu'il y a un risque potentiel, mais en même temps, vous devez très vite dire il y a des mécanismes qui visent, y compris pour le Nil, qui visent à arbitrer, trouver des modalités d'arbitrage de la ressource intelligente. Il faut quand même faire confiance aux capacités humaines de pouvoir résoudre ce type de problème. Je suis très sensible à ce que vous dites sur la pollution des ressources en eau. En ville, c'est assez évident. Vos chiffres ont été tout à fait très convaincants. Et je salue tout particulièrement votre exposé, mais à titre personnel, qui était tout à fait convaincant au travers des illustrations que vous donnez. Il y a une pollution qui a été évoquée, je voudrais la confirmer, c'est la pollution liée à l'activité minière et tout particulièrement à l'activité aurifère. C'est extrêmement spectaculaire. J'ai parlé du bassin du Sénégal. Le principal affluent du Sénégal s'appelle la Falémé, et la Falémé est complètement polluée par les activités aurifères qui se tiennent du côté malien comme du côté sénégalais. Et quand vous voyez des photos de la jonction de l'affluent avec le fleuve, c'est très spectaculaire. Une eau complètement polluée qui rejoint une eau bleue, etc. Donc vous avez tout à fait raison. Je ne veux pas abuser par rapport à mes collègues. Alors, juste sur le Maroc, une petite... bon, c'est vrai que l'activité d'irrigation, l'agriculture africaine est irriguée à 4%. C'est tout à fait résiduel. Et il est sûr que la reconquête de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du continent passe par l'irrigation. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a des situations d'hyper-irrigation. Et je voulais simplement signaler qu'en ce qui concerne le Maroc, il suffit d'aller entre Rabat et Fès, Meknès, pour constater qu'il y a une exploitation extraordinaire des ressources en eau pour une agriculture destinée à l'alimentation européenne.
Donc il y a un choix qui a été fait autrefois par le Marocain, dont il s'interroge beaucoup sur ce choix qui a pu être fait, un choix qui résulte d'une volonté exportatrice tout à fait abusive par rapport aux besoins, ce qui obligue les Marocains à non seulement envisager des ressources d'envergure, mais également des opérations de dessalement. Le Maroc va devenir un des pays qui dessale le plus son eau. Voilà quelques commentaires, et encore une fois, bravo. Et juste pour vous dire, vous avez tous les deux raison, d'une certaine manière. Eh bien, moi de même, je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était extrêmement intéressant. En fait, il est extrêmement difficile de répondre à la question si l'Afrique a beaucoup d'eau ou n'en a pas assez, car évidemment, c'est un continent énorme, vous l'avez très bien souligné, et on ne peut pas faire de généralité. Il faut absolument distinguer les régions d'Afrique où il y a beaucoup d'eau, c'est évidemment l'Afrique tropicale et l'Afrique équatoriale, et l'Afrique où il n'y a pas d'eau. Alors, vous avez mentionné, et j'ai bien aimé ça, évidemment, en tant qu'ancien militaire, les tensions possibles entre l'eau. Alors on a dit que jusqu'à présent, il n'y a pas eu tellement de guerre de l'eau dans le monde, c'est vrai. Tout simplement, probablement, parce que les populations étaient relativement, évidemment, étaient très faibles et que les ressources étaient abondantes. On ne se posait pas la question au cours des siècles passés. On considérait que l'eau allait toujours être là, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors il y a maintenant, il me semble, en Afrique en particulier, des tensions qui méritent d'être soulignées. Vous l'avez d'ailleurs indiqué à propos du Nil. Le barrage de la Renaissance, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre, pas seulement beaucoup d'eau. Il y a eu un risque de guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte. L'Égypte voulait, à un moment, détruire le barrage. En réalité, il y a une certaine forme de conflit qui s'est produit, car l'Égypte n'est pas intervenue directement. Ça posait d'ailleurs des problèmes, parce que les deux pays ne sont pas contigus. Il fallait survoler des pays étrangers, ce qui pose des problèmes, évidemment. Mais l'Égypte est intervenue d'une autre manière. Elle a soutenu des rébellions au Tigré, en Érythrée, contre le régime éthiopien, dans l'espoir que le régime éthiopien serait occupé à régler ces conflits et n'aurait pas assez d'argent pour construire le barrage de la Renaissance. En fait, ce barrage de la Renaissance, vous le savez bien, a été construit. Le barrage est rempli. Il a été rempli en 4 années et non pas en 3 années, comme le souhaitait l'Éthiopie, qui a fait une concession. Donc c'est un problème qu'il faudra évidemment étudier de très près. Je crois qu'en Afrique, comme ailleurs, les risques de détention sont extrêmement élevés. Les risques de détention pour, évidemment, les eaux de surface, mais aussi pour les aquifères. En ce qui concerne les tensions, les guerres éventuelles, évidemment, les pays qui sont susceptibles de déclencher les conflits sont les pays qui sont en aval. Ils sont défavorisés par rapport aux pays en amont. Encore faut-il qu'il pour qu'il y ait des conflits, qu'ils soient militairement plus puissants que les pays en amont, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais pour revenir au cas du Nil, l'Égypte militairement est beaucoup plus puissante que l'Éthiopie, mais malgré tout, elle n'est pas intervenue directement, mais indirectement. Voilà les commentaires que je voulais faire. Encore une fois, bravo, parce que vous avez bien débattu avec beaucoup de passion, avec des arguments qui sont tous tout à fait valables. Et vous avez gagné tous en réalité, comme mon prédécesseur l'a dit. Merci beaucoup. Tout le monde très bien, c'est très intéressant. Et surtout, je suis heureuse de voir que le travail qu'on a fait à l'UNESCO pendant des années, ça sert à quelque chose. Et oui, on se pose toujours la question, quand on travaille dans le système des Nations Unies, si nos résultats arrivent aux générations nouvelles. Et si l'école, si l'académie le partage, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est pour ça que je suis très contente de ça. Ce n'est pas toujours le cas. Pas tous les résultats que les Nations Unies mettent en place vont dans le scolaire. Et c'est très dommage. C'est vrai aussi que c'est difficile de faire un update, une amélioration de données disponibles. Les barrages, oui c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup de barrages en Afrique par rapport au reste du monde.
Beaucoup de ces fleuves que vous avez mentionnés sont effectivement des fleuves internationaux, des fleuves transfrontaliers. Beaucoup des aquifères, à l'UNESCO, on a fait la map mondiale des aquifères transfrontaliers qui était sur ma direction, et en Afrique, il y en a 70. Ces aquifères sont partagés des fois par 2, 3, 4 pays. La même chose pour les fleuves, c'est des fleuves internationaux, c'est très difficile de gérer. Le problème de la gestion, le problème de la gouvernance, c'est des problèmes politiques. Il y a eu une des premiers rapports mondiaux des Nations Unies sur l'eau il y a 15 ans qui disait la problématique de l'eau, c'est pas la manque de l'eau, c'est la gouvernance de l'eau à niveau mondial qui ne s'est pas mis encore en place comme il faut. Cette année, c'est l'année des glaciers. C'est pour la première fois que le 21 mars, nous allons célébrer la journée des glaciers parce que malheureusement, la fonte des glaciers devient un problème très critique. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de glaciers, mais ceux qui sont là, ils sont déjà en situation très, très critique. En 2026, en décembre 2026, il y aura la 3e conférence intergouvernementale des Nations Unies sur l'eau. La première avait été organisée en 1976 à Mar del Plata, en Argentine. On a attendu une 50aine d'années pour faire la 2e, qui s'est déroulée en 2023 aux Nations Unies à New York, mars 2023. Et finalement, il s'est mis en engrenage en marche. Et en 2026, on aura la 3e conférence intergouvernementale, ça veut dire intergouvernative, des Nations Unies sur l'eau. La problématique du climat, de l'impact climatique et du changement, évidemment, est fondamentale. Beaucoup de zones arides seront plus arides et beaucoup de zones où il y a une précipitation importante auront des aléas et des risques météorologiques importants, malheureusement. Quoi dire de plus? C'est vrai qu'à Cape Town, il y a eu celle qu'on appelle le Day Zero, c'est-à-dire la journée de zéro, où effectivement, pendant une journée, il n'y avait plus d'eau disponible à cause d'une mauvaise gestion de l'aquifère de la montagne de Cape Town. Vous avez fait un très très bon travail et comme tout le monde l'a déjà dit, ils ont raison l'un et l'autre au même niveau. Mais c'est vrai que la capacité, c'est-à-dire le niveau de capacité de gestion de l'eau en Afrique, il n'est pas encore au point. L'éducation à ces métiers d'hydrologie, d'hydrogéologie, la capacité d'aller sur le terrain. Les satellites font quelque chose, mais ils ne sont pas tout. Il faut encore former des techniciens, des hydrogéologues, des géologues, qu'ils puissent aller sur le terrain pour faire de la reconnaissance. L'éducation à ce niveau est fondamentale. Et malheureusement, on est encore en manque dans plusieurs pays africains de ça. Merci beaucoup encore pour nous avoir eu ici. Ah ben, allez-y, et bon courage surtout. Merci beaucoup pour le débat, merci pour l'accueil et pour vos commentaires. Désolée de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin. C'est important. On comprend. Bon, ben, bravo. Bravo à tous les deux équipes. Je vous ai suivi avec un grand intérêt. Je tiens à préciser au public que les étudiants ne sont pas des spécialistes et n'étudient pas la question de l'eau dans leur formation. C'est-à-dire, se sont lancés dans un débat en tant que véritables néophytes. Donc, ils ont abordé la question depuis peut-être une semaine ou 15 jours, mais voilà, en très peu de temps, ont essayé de découvrir, d'explorer et de trouver des éléments qui puissent convaincre, nous convaincre. Donc bravo pour cet exercice
très bien réussi, hein, c'est ça le défi du débat mouvant. Merci pour votre enthousiasme. Hein. Donc, moi, en tant que professeur des universités, je vais vous partager des commentaires sur la forme et sur le fond, hein, comme on le fait de manière classique. Donc, sur la forme, j'ai trouvé vraiment que c'était très bien, vous étiez bien investi et l'objectif voilà, de convaincre, de vous mettre en contradiction, donc en disputatio, était réussi. Donc, félicitations pour cela. Alors, je sais qu'il y a quelques membres de l'équipe qui n'ont pas pu venir, mais voilà, l'équipe, vous étiez déficitaire en termes de nombre, cela ne s'est pas du tout remarqué. Donc, bravo à tous les deux à nouveau. Alors, sur le fond, vous êtes descendu vraiment dans les détails. Hein. J'étais vraiment très étonnée de voir votre investissement dans l'analyse du sujet. Alors, parfois, il y a eu des comparaisons un peu forcées. Hein. Votre camarade vient de partir, mais comparer la France et l'Afrique, c'est une comparaison qui n'est pas sur le même niveau, n'est pas équilibrée, égalitaire. Hein. Europe-Afrique, peut-être, aurait été un peu plus logique, disons. Ou alors, voilà, comme a été dit par ailleurs par un membre de la commission, effectivement, plusieurs mêmes membres, c'est un continent tellement vaste que généraliser peut conduire à des risques en termes d'analyse du sujet, notamment de la question de l'eau. Alors, j'ai remarqué quelques absences. Alors, je les ai entrevues dans certaines de vos réponses, surtout comment la question est traitée dans le discours médiatique. Est-ce que finalement, parfois, il y aurait des messages, et il y a des messages dans un discours qui n'est pas scientifique, mais qui relate un discours scientifique, donc les médias, une volonté d'appuyer plutôt une telle et une autre hypothèse pour des raisons qui sont politiques, économiques, stratégiques, etc. Donc ça, j'ai remarqué que vous n'avez pas prêté trop d'attention et cela souligne le fait que vous êtes tenu à des éléments scientifiques. Hein, et donc, vous avez écarté probablement, certainement, tout ce qui est information relevant des médias. Alors, moi, je vais rebondir évidemment sur la question historique. Je suis historienne du droit et je travaille sur la question de l'eau avec une approche historique, donc en Afrique, dont j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie, hein, monsieur, d'avoir fait référence aux années 20-30. Et c'est là que je me disais, est-ce que finalement, à cette époque, vous avez cité des bons rapports, hein, des rapports administratifs où on met l'accent sur la rareté de l'eau en Afrique, car c'est là, on met l'accent sur la rareté parce que, hein, à cette époque, le colonisateur se préparait à une nouvelle gestion de ces territoires, avec ce qui a été souligné tout à l'heure, peut-être pas peut-être, mais pour cultiver des productions pour produire des richesses qui étaient destinées non pas à l'Afrique, mais destinées à l'Europe. Hein. Cela a été rappelé tout à l'heure par l'ambassadeur Jacquemont. Alors, ces rapports sont très intéressants, j'en conviens, hein, je suis tout à fait persuadée, mais est-ce que aussi cette question de rareté, absence, présence, etc. de l'eau ne relèverait pas d'un discours politique voulu à l'époque de dire l'eau ne manque pas, donc finalement on se l'approprie. Vous voyez? Donc finalement, quelqu'un a parlé d'une gestion archaïque. Qu'est-ce qu'on entend par gestion archaïque? Ça, c'est un discours qui ressort beaucoup de cette période coloniale où on introduit une technique, une nouvelle technique dans la gestion de l'eau. Et aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans ces rapports, une vision d'un territoire et pas des différents territoires qui existent en Afrique, et donc d'un territoire plutôt aride. Hein. Je pense que c'est un rapport qui parle de l'Afrique du Nord peut-être, de l'Algérie. Voilà. Donc finalement, on est dans des territoires qui géographiquement sont différents du territoire français et qui conduisent à émettre des doutes quant à la présence de l'eau pour tel et tel autre projet politique, etc. Donc je vous remercie d'avoir introduit cet aspect historique. Mais moi, ce que je tiens à souligner, c'est
voilà, une volonté aussi d'introduire un problème. On introduit le problème de la rareté, car cela justifie une appropriation, mais aussi une gestion de la ressource. Et je n'ai pas d'autres éléments parce que beaucoup de points ont été évoqués par mes collègues. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de vous soumettre à ce défi, ce qui n'est pas simple, parce que vous prenez la parole devant un public important, dans une maison prestigieuse. Donc bravo pour vos efforts, pour votre engagement et pour avoir participé à la mise en place de cet après-midi. Je vous félicite vraiment très chaleureusement. Bravo. Merci. Merci aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tous les commentaires que mes collègues ont faits. Merci à tous pour vos commentaires très intéressants. Merci aux étudiants pour votre sérieux, votre prestation à l'oral. Et peut-être un mot sur votre prestation à l'oral, qui est un exercice qui est difficile, surtout en France. Ce n'est pas quelque chose inné pour nous autres Français. Donc je vous tenais à vous remercier pour votre courage de venir sur scène et de parler debout devant tout le monde. Peut-être un conseil, n'oubliez pas les temps de silence. Restez bien ancrés dans le sol quand vous parlez. Et si vous arrivez à vous détacher de vos notes, c'est encore mieux. Mais en tout cas, félicitations et bravo pour toutes vos prises de parole. Je voudrais donc en premier lieu rappeler que cet exercice de réflexion collective a été mené par deux équipes d'étudiants du Club Afrique de la SGE, de l'Institut catholique de Paris et des jeunes de l'IHEDN. Je voudrais ici que cette présence de la jeunesse soit un signe de renouveau pour notre académie et je pense que la première conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est qu'elle est positive, c'est qu'elle nous permet de voir que la jeunesse d'aujourd'hui se pose la même question que les plus anciens qui composent cette académie et qu'au fond, nous avons tous un projet commun qui est celui de sauver notre planète. Et ça ressort avec beaucoup de force. Deuxièmement, vous vous êtes livré à un exercice qui était forcément académique. On vous enfermait dans un rôle, mais vous nous avez très bien montré, et les uns et les autres, qu'en fait, le oui était dans le non et le non était dans le oui. Et finalement, ça ressort du score final qui montre que les choses, en fait, étaient plus complexes que l'on avait bien voulu vous faire croire au début. Enfin, je suis très heureux de l'investissement intellectuel qu'a pu représenter cet exercice qui a été effectué en un temps relativement court, avec d'autres occupations qui sont les leurs, les vôtres, qui sont plus spécifiques à votre recherche d'une intégration dans l'économie d'aujourd'hui. Je rappelle, pour terminer, que demain, nous allons consacrer encore une journée complète à la question de l'eau et rejoindre une des interrogations finales qui a alimenté le débat, c'est de savoir comment concilier la problématique de l'eau et la problématique de la paix. Nous consacrerons demain toute une journée avec l'aide de la Société hydrotechnique de France et de l'Académie de l'eau dans ces locaux. Je vous invite, si vous le pouvez, à suivre ces débats. Je pense que ça devrait être possible de votre côté. Merci à tous et rendez-vous à demain pour tous les amateurs de ces questions concernant l'eau. À bientôt.